Il y a très peu de pays où c'est fait. Moi, je voulais juste... bon, apparemment, il y a un miracle dans le résultat des enquêtes, c'est la Finlande. Vous avez déjà répondu en partie à la question. Qu'est-ce qui fait que la Finlande obtient de tels résultats? Est-ce que c'est uniquement la formation des enseignants? Alors, d'abord, je dirais que c'est pour une bonne raison, c'est la qualité des enseignants. Parce que franchement, ils prennent les meilleurs élèves dans les universités. C'est la qualité des enseignants. Parce que franchement, ils prennent les meilleurs élèves dans les universités. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, vous avez tout à fait raison. C'est une analyse un petit peu théorique de la situation, mais elle est justifiée. Je voudrais rajouter quelque chose que j'ai oublié dans le cas de la Finlande, qui est un élément qui me paraît très important. C'est que le rôle des enseignants en Finlande est de veiller à ce que les élèves acquièrent un socle commun de connaissances minimum. L'ont-ils acquis qu'ils passent automatiquement dans la classe supérieure? Donc leur rôle à eux, ce n'est pas de finir le programme. Et ils ne sont pas évalués sur leur capacité à finir le programme. Ils sont jugés sur la capacité à faire en sorte que tous les élèves aient acquis ce socle commun de connaissances et de compétences et puissent ainsi passer dans la classe supérieure. Il y a 2% de renouvellement en Finlande, ils sont les meilleurs dans le système. Et la dernière chose qui est importante, c'est qu'ils ont un programme qui, par rapport à notre programme qui est rhétorique, qui est universaliste, ce programme, on apprend tout dans le programme français, il est nettement plus simplifié, et d'autre part, il est très pragmatique. Si vous apprenez quelque chose, vous apprenez l'algèbre linéaire, en même temps que vous apprenez l'économétrie ou la sociométrie ou la psychométrie. Vous n'allez pas apprendre l'algèbre linéaire avec Clavoto et avec Lilio, comme on le fait encore en France. Alors, ceux qui sont critiques de cette approche, disent, vous allez, bien sûr, vous allez tirer tout le monde vers le bas, parce que le socle commun, il est inférieur au programme, donc vous tirez tout le monde vers le bas, et si vous avez un programme peut-être trop pragmatique, pas suffisamment théorique, vous ne nourrissez pas l'esprit des jeunes avec des concepts suffisants pour agir dans le... Oui, mais, ils sont les premiers à la PISA, pour la ligne. C'est la preuve par même. Peut-être une, deux questions. Vous êtes confié à... Monsieur, vous avez le micro? Ah d'accord, merci. Je vais passer les micros. Merci. Merci pour cet exposé si riche sur l'étude comparée entre les pays. Et je suis d'accord sur parmi les clés de la réussite des élèves, on trouve la qualité des profs. N'oublions pas aussi la qualité du message, c'est-à-dire la qualité de leçons, des programmes, etc. Donc, et aussi parmi les facteurs déterminants de cette réussite, c'est comment transmettre ce programme et comment on fait impliquer les élèves à faire ressortir des conclusions. Parce qu'il y a des méthodes dogmatiques, c'est-à-dire on encaisse les mémoires par les leçons à apprendre, donc ça, il ne s'agit pas de bonne qualité. Notre remarque, je crois qu'on a oublié un autre facteur qui catalyse cette réussite scolaire. Ce sont des recherches qui ont abouti au niveau de la Corée sur l'effet psychologique des activités parascolaires, c'est-à-dire soit le sport, que ce soit de la musique, etc. C'est-à-dire depuis l'enfance, si on implique l'élève à bien, c'est-à-dire à aimer le sport ou bien la musique ou bien le dessin, etc., c'est comme une sorte c'est-à-dire de relax pour bien entamer de bonnes leçons, de faire et de déployer des progrès pour bien suivre ces leçons immersives. Oui, juste un mot là-dessus. Je crois que c'est pas tellement la qualité des programmes qui est en cause, par les programmes théoriques qui ne sont pas suffisamment pragmatiques. Mais je crois aussi c'est que la qualité d'un enseignant n'est pas dans sa possibilité à transmettre des connaissances, il est à éveiller la curiosité. À partir du moment où un jeune a son curiosité qui est éveillée, il va bien sûr vouloir apprendre. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai commencé aujourd'hui un cours sur la géométrie dans l'espace. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de géométrie dans l'espace, mais c'est quelque chose qui est relativement difficile.
Si j'aborde mon cours en disant aujourd'hui je vous fais un cours de géométrie de l'espace, c'est ça, je crois que je vais décourager une partie des élèves. Si je dis aujourd'hui nous allons apprendre comment marche un boomerang, comme introduction à la géométrie de l'espace. Si aujourd'hui je vous dis, au lieu de commencer un cours sur les mathématiques financières, je vous dis aujourd'hui je vous apprends à spéculer sur les marchés financiers. Est-ce que votre curiosité ne va pas être éliminée, etc. C'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ça qui fait un bon prof. C'est qu'il sait imaginer, il sait interpréter le programme pour pouvoir éveiller la curiosité des gens. On va du spécifique au général, au lieu de partir du général. Merci, professeur. Je vois que l'assistant commence à partir. Je sais que les questions vont pas s'arrêter. Le thème est extrêmement intéressant. Merci pour l'exposé du professeur sur ces questions. Certes, on va sortir sans cette fameuse recette pour que nos enfants soient en tête de classe, mais il y a différents paramètres. Chacun essaie d'apporter ce qui lui semble intéressant. Aimez vos enfants. Oui, d'abord ça. Et en tant que représentant des parents, notre rôle en tant qu'association, c'est d'insister sur la qualité d'enseignement, sur la formation continue des professeurs et essayer d'apporter cette aide à l'enfant pour qu'il réussisse. Alors, juste un mot, je vous passe la parole, madame. Juste un mot, vous êtes tous conviés à un dîner, un cocktail dînatoire. Et je passe, et tout à l'heure, bien sûr, le professeur sera là. Je vous pouvez lui poser des questions. Tout à l'heure, vous avez abordé, en comparant le système éducatif privé et le système éducatif public. Vous avez dit que ce n'est pas la bonne qualité du système éducatif privé qui mène à la réussite des élèves, mais parce que dans le système éducatif privé, il y a des bons élèves. Est-ce que cela veut dire que dans le système éducatif public, il y a de mauvais élèves? C'est une question de majorité. C'est une question de majorité, c'est pas un jugement. Dans le système public, vous avez ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'offrir des écoles privées. Et généralement, ce sont les gens qui ont moins de ressources financières. Et les gens qui ont moins de ressources financières, je suis désolé de le dire, ce sont des gens qui sont moins cultivés, etc. C'est un ensemble. Ce n'est pas un jugement de valeur que je porte sur ces élèves. Et encore une fois, comme j'ai dit, l'objectif d'équité, c'est l'objectif premier. Ce n'est pas seulement la qualité de quelque chose qui compte, c'est de veiller à ce que les jeunes issus de milieux défavorisés puissent réussir. C'est ça l'objectif. Merci à M. Bernard Hugonnier. Merci à tout le monde. Je vous confie à l'ordinatoire Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Aussi, il ne faut pas oublier, il y a le cocktail, parce qu'on a une personne qui parle, c'est M. Raphaël, qui a servi la... Merci.